Je ne peux pas accepter de ravaler puis de m'asseoir sur une question quand je considère que ça n'est pas selon les principes que j'ai. Et je trouve que le chemin que j'ai pris est plus facile parce que je suis complètement indépendante. Et je pense souvent à Kipling, je ne suis pas impérialiste ni de près ni de loin, mais il dit My son, when your soul is free, mon fils, quand tu es libre. Alors je suis libre. Je ne tremble pas devant les grands de ce monde. Et je peux dire ce que je pense à n'importe qui, n'importe quand, et ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que vous voulez, ils peuvent rien m'enlever? Ça m'est égal. Thérèse Casgrain, femme du monde, mais aussi et surtout femme d'action. Sinon la première, certainement la plus durable. Si seulement elle avait obéi aux impératifs de son milieu, elle serait aujourd'hui députée, peut-être ministre, au moins sénateur. Pour tout autre, c'eût été le chemin à prendre. Pour elle, comme elle le dit, c'eût été le chemin difficile parce qu'il lui aurait fallu se taire, fermer ses yeux à toutes les inégalités. Ses origines, pourtant, ne la destinaient point à ce rôle. Ce n'est pas vous faire injure de rappeler qu'en dépit de votre engagement, et peut-être d'une certaine manière en contradiction avec votre engagement, vous êtes issu d'un milieu très bourgeois. J'ai été assez fortunée parce que je n'ai jamais eu à gagner ma vie. Et puis je suis née évidemment dans un milieu extrêmement réactionnaire et bourgeois, comme vous le dites si bien. Je n'avais pas la permission de faire des quantités de choses parce que j'étais une fille, ça ne se faisait pas. Et j'ai reçu l'éducation que les bourgeoises reçoivent. Je suis allée au Sacré-Cœur, on m'a appris la musique, le chant, la peinture. On m'a dit, ben n'en faites pas parce que c'est trop futuriste. On m'avait dit, vous gaspillez l'argent de vos parents. Et je me souviens également que lorsque je suis sortie, j'ai fini mes études, je voulais évidemment faire autre chose, prendre mon BA, et mon père m'a dit, c'est beaucoup plus important que tu apprennes à faire la cuisine. Son enfance a été celle de tous les enfants des grands bourgeois de l'époque. Une enfance paisible dans un décor de fées. La maison de Saint-Irénée en témoigne. Toute la famille était élevée là. Et c'était surtout la vue qui était magnifique. La maison en elle-même était en bois, tout simplement. Et nous avions une vue extraordinaire. Et c'était vraiment une maison où la famille pouvait se réunir. Et après sa mort, papa avait mis dans son testament qu'il laissait un certain montant d'argent pour que maman reçoive tous les enfants. Alors, à des moments donnés, je suis venue là avec mes enfants qui ont été élevés là aussi. Ma sœur est venue avec les siens, mes frères venaient avec les leurs, et nous étions des tablés de 22, 24 et même 30 parfois. Et c'est maman qui voyait tout cela. Mais c'était une très grande maison. C'était une maison d'été, simplement? C'était une très grande maison. Il y avait 12 ou 15 chambres à coucher, puis il y avait un immense living room, un vivoire, si vous voulez. Et puis, il y avait des galeries tout autour de la maison. Alors, les enfants pouvaient se promener là avec leurs tricycles, leurs automobiles. Ça faisait un tapage d'enfer. Les plus vieux étaient furieux, mais les plus jeunes, nous étions d'avis. Alors, nous avons conservé un excellent souvenir de ces années passées là-bas. Nous avions également ce qu'on appelait dans le temps un bain romain. C'était une piscine intérieure avec une salle de billard, une salle japonaise, un bowling alley qui est tellement à la mode aujourd'hui, un jeu de quilles. Et ce qu'il y a de curieux, je vois bien aujourd'hui que mon père n'avait qu'une idée, c'était de garder ses enfants autour de la maison et d'empêcher qu'ils s'éloignent. Et c'était son idée parce qu'il était très, très soucieux de garder sa famille unie. Votre père, c'était Sir Rodolphe Forget. Il était homme politique, conservateur et financier par surcroît. C'est ça. Mais c'était également un philanthrope. Et je crois qu'il a toujours cherché à travailler pour le bien commun. Il a donné une aile, je crois, à l'hôpital Notre-Dame. Et puis, il avait fait construire le manège du 65e. Ça, c'était un mélange de philanthropie puis d'esprit militaire, je n'ai pas trop compris. Mais enfin, ça existe encore. Et puis, je sais qu'il a fait instruire des gens, comme par exemple Jean-Charles Harvey, et il lui avait fait faire son cours classique. Il avait donné ça comme prix. Dans le temps, il était député de Charlevoix. Il en a eu d'autres qui l'a fait instruire au Collège de l'Assomption. Et tous les ans, je reçois les bons souhaits d'un missionnaire qui est en Afrique. Et c'est mon père qui lui avait fait faire ses études. Un autre est mort missionnaire jésuite au Japon. Alors, il avait un mélange extraordinaire de qualité dans toute espèce de domaine. Quelle sorte d'enfance avez-vous eu? J'ai eu une enfance très protégée, très heureuse.
En sorte, je n'avais jamais aucun problème. J'ai eu une enfance comblée. Nous avions des gouvernantes. J'ai été pensionnaire pendant 9 ans au Sacré-Cœur. C'était à la mode dans ce temps-là de mettre des jeunes filles pensionnaires. Les filles allaient pensionnaires. Et je quittais le pensionnat pour m'en aller à la campagne à Saint-Irénée, où j'ai été élevée. Et vous étiez pensionnaire dans un couvent très sélect, je pense. Ben, c'est ce qu'on disait. Je me rappelle que j'avais comme compagne Mme Donna-Raymond, par exemple, qui était à ce moment Grace Timmons. Et puis j'en ai eu de Mme Watson, qui était Cécile Bérard. Et puis j'avais également des compagnes qui étaient les filles de Rodolphe Lemieux. Et les filles du sénateur Bellecour étaient là. Puis moi, évidemment, mon père était député conservateur, puis elles, leur père était député libéral dans le temps. Alors, évidemment, quand le jour des élections arrivait, c'était toujours des choses extraordinaires qui se passaient dans le couvent. Elle mettait des lampions devant le Sacré-Cœur parce que c'était rouge, puis moi devant la Sainte Vierge parce que c'était bleu. Et puis, imaginez-vous, quand la Sainte Vierge avait le dessus, c'est déjà arrivé, quelle était la joie de notre clan à nous. Je me rappelle, en 1911, par exemple, le 21 septembre, ça m'est resté. Ça avait été les conservateurs qui étaient venus au pouvoir. Et puis ça avait été une tragédie pour les femmes, les jeunes filles libérales, parce qu'à ce moment, Sir Wilfrid avait été battu. Donc, après le couvent, il n'était pas question d'université, on parlait d'art ménager. Est-ce que vous êtes finalement allé à l'école d'art ménager? Non, je me suis vengée, je me suis mariée. Ah, vous êtes mariée très tôt. Je me suis mariée à 18 ans. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai rencontré mon mari au fameux souper aux huîtres qui se donnait au Sourd des Muettes, où mon oncle, un ancien premier ministre de la province de Québec, était en pension, Sir Olivier Taillon. Et nous allions là tous les ans. Maman était présidente des Dames auxiliaires des Sourds des Muettes. Et j'ai rencontré mon mari là. Et lui, évidemment, n'avait pas de foyer. Il était orphelin de père et de mère. Et il habitait l'hôtel Vigée. Alors, il m'a rencontrée et puis on a décidé d'unir nos vies et je me suis mariée l'année suivante. Il n'était pas encore en politique à ce moment-là, il ne faisait pas de politique. Il ne faisait que du droit. Vous étiez déjà mariée quand il a succédé à votre père dans le comté de Charlevoix. Je venais de me marier parce que je me souviens d'être allée chez Sir Wilfrid après l'élection et j'avais mis ma robe de mariée parce que c'était une grande occasion. Et je me vois toujours descendant l'escalier dans la maison de Sir Wilfrid Laurier. Puis il était au pied de l'escalier. C'était un grand vieillard qui se tenait très droit. Puis c'était un bel homme. Et il a dit, Pierre, veux-tu permettre que j'embrasse la petite mariée? J'ai jamais oublié ça. Et votre mari a eu une très longue carrière politique. Il a été 24 ans dans la vie publique. Et puis il a subi 6 élections. Moi, je disais que ça va bien une paire de jumeaux. Et puis ensuite, il s'est retiré de la vie publique et il est devenu juge. Et auparavant, il était passé par les fonctions de président de la Chambre et de ministre. Il a été ministre dans le gouvernement King. Il a été secrétaire d'État et avant ce temps, il a été 4 ans président de la Chambre des communes. Parallèlement à la vie publique de votre mari, vous aviez aussi une vie publique. Est-ce que parfois il a exprimé, il vous a fait sentir en tout cas que ça pouvait gêner la sienne? Je n'ai jamais eu cette impression-là parce qu'au contraire, il m'aidait tellement dans tout ce que j'entreprenais, comme par exemple quand nous avons demandé les modifications au Code civil, c'était un avocat. Alors je l'avais près de moi, il me donnait des conseils, il me donnait des suggestions. Maintenant, au point de vue de sa carrière personnelle, je ne lui ai pas nuit en ce sens que quand il avait besoin que je l'aide, j'étais toujours là à ses côtés. Alors de cette façon-là, je crois que nous faisions chacun notre part et ça marchait très bien. Je n'ai jamais eu de difficultés. Et quand je me suis joint à un nouveau parti, ça faisait déjà 6 ans qu'il était retiré de la vie publique. Il était juge à ce moment-là. Il était juge. J'ai demandé sa permission parce que je savais que je posais un geste, évidemment, qui était assez nouveau. Premièrement, de me joindre au nouveau parti, moi, une ancienne libérale. Et deuxièmement, le fait que j'étais une femme. Et puis en plus, la femme d'un juge. Alors imaginez-vous si ça en faisait des choses. Et c'était à une époque, au moment où lui était actif, c'était à une époque où on ne voyait pas d'un très bon œil que les femmes soient en politique, enfin soient actives, même pas en politique, mais même dans les mouvements féministes, c'était assez mal vu, je pense. Je me demande si c'est encore très bien vu, M. Fournier. Ah, même aujourd'hui, vous pensez qu'on a des réserves là-dessus? Je crois que nous sommes, on nous accepte parce qu'il n'y a pas beaucoup moyen de faire autrement. Nous sommes une partie importante de l'électorat. La télévision renseigne le public de plus en plus sur ce qui se passe.
Mais j'ai l'impression qu'on pose des gestes qui sont plutôt des symboles. Comme par exemple, vous prenez, en ce moment, on fait les modifications au Code civil, des amendements. Bien, il n'y a pas de femmes sur la commission des droits matrimoniaux. Remarquez bien que ceux qui sont là sont très bien, je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, vous prenez notre chère exposition, qui, je l'espère, va être un grand succès, mais il n'y a pas une femme comme directeur. Ce ne sont pas des choses, si vous voulez, qui sont flagrantes, mais tout de même, ça existe. Il y a une espèce de discrimination. Et puis, quand on a une femme ministre ou une femme juge, tout le monde fait des élats, et puis c'est merveilleux, il y a une femme ministre, il y a une femme juge, mais c'est rien d'extraordinaire. Vous avez Mme Nehru, qui est tout de même à la tête de l'Inde comme premier ministre. Je m'imagine assez mal une femme présidente des États-Unis. Et pour vous, ça doit être aussi courant que, enfin, pour une femme que pour un homme, en tout cas. Bien, je trouve que peut-être pas autant, mais seulement la femme est un être humain et vous avez des femmes extraordinaires qui sont hautement qualifiées et qui, par le fait même, parce qu'elles sont femmes, surtout en Occident, vous les voyez écartées du pouvoir à cause de ça. Vous prenez, par exemple, dans les nouveaux pays, vous voyez que la femme est beaucoup plus acceptée parce qu'elle a combattu à côté de son compagnon pour la liberté. Tandis que dans nos pays, il y a encore pas mal de l'ère victorienne qui subsiste. S'il reste un peu de l'ère victorienne, ce n'est pas la faute de Mme Casgrain. Depuis bientôt un demi-siècle, elle a combattu sans relâche pour élever le statut de la femme. Le Bill 16 n'est que la dernière étape d'une lutte qui, pour elle, dure toujours. Madame Casgrain, comment en êtes-vous venue à vous intéresser au mouvement féministe? Bien, je crois que quand j'étais très jeune, j'étais à la maison, puis j'avais 3 frères. Alors, malgré que je réussissais bien comme les autres dans le sport, dans les études, il y avait certaines choses qui m'étaient défendues parce que moi, j'étais une fille, puis ça leur était permis parce que c'était des garçons. Alors, j'imagine que c'était peut-être chez moi, je m'en rendais pas compte. Puis ensuite, je me suis mariée et c'est plutôt par amour que je suis sortie vraiment dans la vie publique. C'était parce que mon mari est tombé malade au cours d'une campagne électorale. C'était au cours d'une campagne électorale et alors vous avez pris sa place sur les tribunes. Pour une fois ou deux, parce que l'appel nominal où il y avait énormément de monde et puis on accusait Pierre d'avoir peur. Alors évidemment, moi j'étais furieuse. Vous pouvez peut-être descendre, s'asseoir et continuer. Alors c'est à compter de ce moment-là que vous avez commencé, en somme, votre vie publique. C'est parce que, voyez-vous, après l'élection, je suis rentrée chez moi, mais Mme Gérald Lajoie, Mme Bick et puis Lady Drummond avaient entendu parler de moi. C'est de cette façon-là qu'elles sont venues me chercher pour assurer la relève. Elles voulaient avoir des femmes d'expression française, des jeunes femmes, qui pouvaient continuer le travail qu'elles avaient commencé. Alors, c'est ainsi que je suis entrée dans la lutte, si on peut dire. Et ça date de... De 1923 ou 21. Alors, à ce moment-là, les femmes, les droits des femmes n'étaient pas très... Mais les femmes venaient d'avoir leur droit de vote au fédéral en 21. Et en 22, la Nouvelle-Écosse avait accordé le droit de vote aux femmes au provincial. Alors, il n'y avait qu'une province au Canada où les femmes ne votaient pas au provincial. C'était le Québec. Alors, évidemment, c'était assez ennuyeux. Et là, vous parlez de 1922, et puisque le droit de vote n'a été reconnu aux femmes qu'en 1940, c'est qu'il y a eu donc une lutte très longue et il y a eu de nombreuses étapes. C'était très difficile. Nous sommes allés 15 fois à Québec pour demander le droit de vote. Nous étions comme le carême, nous faisions notre apparition. Les députés étaient furieux parce que ça les ennuyait, évidemment. Et ils s'accordaient toujours, que les deux côtés de la Chambre s'accordaient pour nous refuser le droit de vote. Et ce qui leur donnait toujours à penser, c'est qu'à ce moment-là, les femmes conservatrices comme les femmes libérales se groupaient pour faire cette demande et il n'y avait pas de division de parti. Nous voulions des deux côtés que ce soit une chose entendue. Est-ce que le droit de vote n'était pas votre seule préoccupation? Cependant, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'autres plans sur lesquels vous meniez le combat. Nous avons lutté en même temps pour tâcher d'ouvrir les portes des carrières libérales aux femmes. Elles n'avaient le droit que de pratiquer la médecine. Le barreau leur était interdit, le notariat, les ingénieurs civils, etc.
Ensuite, nous avons également essayé d'obtenir une loi de protection de l'enfance. Nous trouvions que les enfants étaient vraiment à plaindre. Et nous étions également très soucieuses des lois sur le salaire minimum. Et nous avons été au début avec les institutrices pour essayer d'améliorer leurs conditions et leur salaire. Et en 1930 ou 1931, nous avons obtenu une première commission pour la révision des droits civils. Parce que quand on dit que c'était le début, le Bill 16, vous savez, ça fait sourire, parce que déjà, depuis 1931, la lutte s'était engagée. Mais à quoi a amené cette première commission sur les droits civils de la femme? Je pense qu'elle n'a pas été très fructueuse. Nous n'avons eu que quelques amendements et il y avait des choses vraiment drôles. Ça a l'air étrange de dire ça, mais le rapport a été publié par des hommes qui étaient considérés comme des personnalités, puis des gens très sérieux. Et dans le rapport, qui est encore entre mes mains, il y a des choses vraiment extraordinaires. Comme par exemple, nous avions demandé, quand il s'agissait de l'adultère, on disait qu'un homme pouvait demander séparation de sa femme à cause de ça, mais qu'une femme ne pouvait pas demander séparation de son mari à moins qu'il entretienne sa concubine dans la maison. Alors vous vous rendez compte de ce que ça représentait comme chose étrange. Et un des commissaires avait même dit, dans le rapport, il l'a écrit, que l'offense morale était peut-être aussi grave pour les deux époux, mais que celle qui était faite au mari était encore plus douloureuse parce que le cœur a des raisons, que la raison, etc., etc. Et finalement, la commission a recommandé que cette partie de la loi ne soit pas modifiée, je crois. La loi n'a pas été modifiée. Elle ne l'a été sur ce point-là que dans les dernières années je crois que c'est vers 1956. De l'action sociale à l'action politique, il n'y avait qu'un pas, et Mme Casgrain n'a pas tardé à le franchir dès que la carrière de son mari l'a permis. La première fois que j'étais candidate, je l'ai été après que mon mari s'est retiré de la vie publique. On m'avait demandé de briguer les suffrages parce qu'à ce moment-là, on avait la loi de la conscription pour le pays. Alors moi, j'étais un peu ennuyée, beaucoup ennuyée même, parce que je considérais que pendant 25 ans, on avait dit aux Canadiens d'expression française que jamais nous n'aurions la conscription. Alors, quand le moment de l'élection est arrivé, je me suis présentée libérale, indépendante, mais contre la conscription. Je disais aux gens qu'ils devaient s'enrôler, devaient faire leur devoir quand il s'agit de la guerre, puisque notre pays y était mêlé. Mais par ailleurs, je n'arrivais pas à pouvoir comprendre comment on pouvait exiger d'eux d'accepter une chose qu'on avait prêchée comme étant une chose extrêmement mauvaise pendant 25 ans. Alors, je trouvais que c'était pas logique. Et alors, vous vous êtes présentée comme libérale indépendante, alors que votre mari avait été libéral et même ministre dans le cabinet libéral. Et président de la Chambre, c'était un joli scandale. C'était une rupture assez nette avec le parti. Bien, qu'est-ce que vous voulez? C'était une question de principe. Et il y avait une chose assez intéressante. Je me suis présentée dans un grand comté rural. Et ce qu'il y avait de curieux, c'est qu'il y avait 5 candidats. Et l'unité s'était faite avec les 4 autres. Ils voulaient battre la femme qui osait se présenter contre eux. Et je suis tout de même arrivée 2e. Est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus facile pour vous si vous aviez continué dans les rangs du Parti libéral? Ça aurait été peut-être beaucoup plus facile en ce sens que j'ai l'impression que j'aurais probablement eu beaucoup plus de postes honorifiques et puis plus de facilité de faire certaines choses. Mais par ailleurs, je ne sais pas si j'aurais eu la même confiance que les gens me témoignent. Et même les gens qui ne sont pas de mon avis, j'ai la sensation qu'ils respectent mon travail et qu'également, ils savent que je suis désintéressée. Puis ça, c'est beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Et ensuite, il y a une chose, disons, comme une espèce de frayeur. Parce que quand j'entreprends quelque chose, je finis par réussir. On a demandé le droit de vote, ça nous a pris 15 longues années, puis nous l'avons eu. Et puis on est là maintenant, je me suis jointe au nouveau parti, on a ri de nous, on nous a traités de farfelus. Puis là, vous voyez ce que les pôles Gallup indiquent, la montée en flèche du parti. Et de jour en jour, nous avons des adhésions nouvelles et de gens extrêmement compétents qui se rendent compte que finalement, nous avions raison. Mais il vous a fallu attendre beaucoup de temps pour ça. Si votre objectif avait été d'être député, est-ce que ça a sans doute été beaucoup plus rapide
dans les rangs du Parti libéral? Ah ben, ça aurait été rapide, évidemment, parce que ça aurait très bien fait dans le décor d'avoir une femme de la province de Québec, une personne bien connue. Ils ont derrière, que ça leur plaise ou non, ils ont eu une casse-grain comme premier député. Ils ont eu une petite cousine à moi par alliance qui a été élue à Québec, mais jamais à date nous n'avons eu de femmes qui ont été élues à Ottawa comme députée de la Chambre des communes et je trouve ça infiniment malheureux. Je me suis présentée d'abord la première fois comme libérale indépendante parce que j'avais des idées auxquelles je croyais. Et ensuite, le NPD, je savais parfaitement, comme ceux qui ont fait la lutte avec moi, qu'il fallait faire comprendre aux gens ce que nous voulions. Nous n'avions pas l'argent nécessaire pour passer à travers la grande publicité qui se fait autour des vieux partis. Mais nous sommes convaincus que si nous travaillons pour des principes et puis pour une cause avec des intéressements, on finit par y arriver. Et voyez-vous, je regarde par exemple M. Woodsworth. Il a fondé le nouveau parti. Il n'a jamais vu les succès qui se présentent aujourd'hui, mais quand même, il a fait une très belle chose. Et puis, la vie d'une personne, ça ne compte pas toujours. C'est une suite d'événements qui se font. Une vie humaine, c'est pas très long, 25 ans, 30 ans, mais ce qui compte, c'est ce qui résulte de tout ce travail. Vous prenez les Fabians en Angleterre, ils ont peut-être pas vu les résultats, mais tout de même, ils ont eu le Parti travailliste qui aujourd'hui est au pouvoir et le peuple est mieux protégé. Il n'y a plus de sécurité sociale. Il y aura toujours des imperfections parce que ce sont des hommes qui sont là. Et l'homme en lui-même n'est pas parfait, mais tout de même. Vous avez été candidate, je pense, 8 ou 9 fois. 9 fois, sous l'étiquette NPD ou CCF. 8 fois NPD et puis une fois libéral indépendant. Et est-ce que toute cette série d'échecs ne vous laisse pas amer? Pas du tout, parce que je ne considère pas que ce sont des échecs. Je considère que c'est tout simplement une façon de bâtir. Évidemment, c'est pas agréable. J'aurais mieux aimé être élue, mais je me dis, puisque c'est pas possible dans les circonstances, à moins de faire comme les autres, et puis d'accepter des sommes d'argent dont on avait été attaché d'une certaine façon. Mais je me sens parfaitement libre et j'ai l'impression, comme je vous le dis, d'avoir la confiance et le respect du peuple, et c'est ce qui compte. Mme Casgrain, il y a 3 ans, le magazine Châtelaine, qui passait dans un article, passait votre carrière en revue, avait titré « Les femmes du Québec ont-elles trahi Thérèse Casgrain ?» Si on vous posait la question à vous, qu'est-ce que vous répondriez? J'appellerais peut-être pas ça une trahison, mais je me suis demandé aussi pourquoi ce titre, mais je crois qu'elles ne m'ont pas donné l'appui qu'elles auraient pu. Je crois que nos réformes auraient été beaucoup plus rapides. Par exemple, quand nous avons demandé le droit de vote, il y avait des femmes qui ont pris l'attitude contraire et qui demandaient au gouvernement de ne pas accorder le droit de vote. Et je me rappelle que les cercles de fermières avaient été mis en lumière à ce moment-là. Et Mme Hamel, qui était de Loretteville et qui, je crois, était la belle-sœur ou la parente de Philippe Hamel, avait pris, au contraire, une attitude très positive et avait dit « Tous les cercles de fermières ne pensent pas comme ça et nous sommes en faveur du droit de vote. » Il y avait quand même eu, je pense, une pétition signée par 45 000 fermières. Oui. Puis c'était encore à se demander comment il se faisait qu'on avait pu réussir à faire signer ça, les pauvres femmes. Moi, j'ai toujours été à me demander pourquoi elles avaient fait ça. Alors, au fond, vous savez, c'est toujours les mêmes qui se font tuer puis qui sont sur les barricades. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que de plus en plus, la femme réalise à quel point nous avions raison. Et nous avons beaucoup plus d'appui que nous en avions, quoique il y a une chose qui m'étonne toujours un peu, c'est que les femmes qui ont des carrières, pas toutes, mais quelques-unes, sont tellement absorbées par leur propre carrière qu'elles oublient qu'il y en a d'autres qui sont moins fortunées. Et elles sont moins portées à venir nous aider. J'ai constaté la même chose, non seulement ici, mais dans d'autres pays. J'étais à Rome en octobre dernier avec la participation de la femme à la vie publique et c'est une des plaintes qui est venue d'un peu partout. C'est que la femme oubliait trop souvent. Et ces femmes oublient que si elles peuvent faire tout ce qu'elles font aujourd'hui, si elles ont accès à telle et telle profession, si elles sont acceptées dans tel et tel travail, c'est justement parce qu'il y en a des femmes comme nous qui avons lutté pour elles. Est-ce que vous voyez la relève dans le mouvement ou est-ce que ça vous inquiète?
Ça m'inquiète un peu parce qu'il y en a beaucoup, mais je cherche encore quelqu'un d'aussi. Ben, est-ce que je peux me servir d'une expression qui n'est pas tout à fait orthodoxe, d'aussi tannant que moi? J'aimerais ça en trouver une vraie tannante, là. Tannante ou tenace, c'est sa plus grande qualité. Elle n'a pas craint de l'être avec les plus puissants comme les plus irréductibles. Par exemple, M. Duplessis. Je crois que Duplessis était un homme à respecter les gens qui lui tenaient tête. Et moi, je n'avais pas l'intention de céder un pouce de terrain devant lui. Et il était incroyable. Par exemple, quand il s'agissait de présenter le bill du suffrage, il disait « Je vais t'aider ». Ça me choquait, je trouvais qu'il devait me dire « vous », mais ça, c'était à sa façon. Alors, il faisait des motions. Puis c'était pas pour les femmes, c'était pour embêter le gouvernement, qui était alors dirigé par M. Tachereau. Et puis, il faisait des motions. Mais quand arrivait le principe du vote sur la question du bill, il était contre, comme M. Tachereau. Alors, il m'avait dit une fois, si on vous l'obtenez, le vote des femmes, je vous l'enlèverai quand je deviendrai premier ministre. J'ai dit, essayez donc, voir. Alors, il ne l'a pas enlevé. Et c'est pas lui qui l'a accordé non plus, finalement. Non, non, c'est M. Godbout qui nous l'a accordé. Il était vraiment épatant à ce moment-là parce que c'était très dur. Comme vous vous souvenez, les femmes avaient reçu la promesse du Parti libéral à son congrès que nous aurions le droit de vote inscrit au programme. Et à ce moment-là, les libéraux étaient dans l'opposition. Et nous avons réussi à faire passer cet item-là sur le programme libéral. Et les élections suivantes, les libéraux sont revenus au pouvoir. Alors, inutile de vous dire qu'on n'a pas perdu de temps pour aller demander à M. Godbout de tenir sa promesse. Et il a dit oui, je l'ai promis, je vais l'accorder. Et à ce moment-là, il y a eu toute une intervention qui s'est faite, il y a eu toute espèce de complications. Et M. Godbout était ennuyé au possible. Je crois que c'était le cardinal Villeneuve qui, à ce moment-là, avait fait une mise en garde ou quelque chose. Alors, finalement, Godbout s'en est très bien sorti. Il a dit, il y a des hommes politiques qui savent tenir leur parole, et j'en suis un. Et il a préconisé le droit de vote. Et tout le monde a voté pour en Chambre, y compris Duplessis, parce qu'il ne voulait pas voter contre, imaginez-vous. Madame Casgrain, depuis tout le temps et avec tous les efforts que vous avez consacrés à la politique, au mouvement féministe, est-ce que vous ne seriez pas en droit de vous reposer, d'arrêter? Pourquoi n'arrêtez-vous pas? D'abord parce que je considère que je n'ai pas l'âge d'arrêter. Je regarde Pierre Dupuis, qui est à la tête de l'Expo, M. Pearson, qui est premier ministre du Canada, M. Diefenbaker, lui, il dit ce qui est fatigant, mais n'importe. Ces gens-là sont à peu près de mon âge. Il y en a qui sont plus jeunes, c'est-à-dire, non, je suis plus jeune qu'eux. Et puis, alors, pourquoi est-ce que j'arrêterais quand ils sont en pleine activité?